Bien, bonjour à toutes et à tous. Je vous laisse prendre place tranquillement car nous allons débuter la dernière séquence de cette journée du Conseil national fédéral, à savoir la table ronde intitulée « Partage et solidarité, l'essentiel pour les essentiels ». Alors maintenant que vous êtes bien installés, on peut dire que quand il s'agit de partage et de solidarité, aussi simplement que ça, c'est essentiel pour les essentiels. Sans solidarité et sans partage, un travailleur de nos secteurs ne peut pas vivre dignement, et ça, je pense que nous en avons tous fait le constat. Solidarité familiale, associative, nationale, il faut partager pour accompagner les plus fragiles. Question de dignité. Nous ne devons rien lâcher sur les enjeux de solidarité et de partage des richesses. Merci donc à nos 3 intervenants pour leur présence. Donc, je vais commencer par François-Xavier, qui est tout à ma droite, mais du coup à l'opposé par rapport à vous. Vous pouvez l'applaudir, François-Xavier Devetter. À côté de François-Xavier, Yvan Ricordo, que normalement vous connaissez tous. Et Julien Frémiot, que vous pouvez applaudir aussi. Donc, nous sommes ensemble pour une séquence d'1h30 qui nous amènera donc, si vous avez bien regardé vos montres ou vos téléphones, jusqu'à 18h. Et en fait, la séquence va être découpée en 2 temps. D'abord, un temps de questions avec nos intervenants et puis un temps de questions directement avec la salle. Donc, écoutez bien tout ce qu'ils disent et préparez vos questions. Comme nous sommes à 1 an, nous avons passé 1 an depuis le Congrès. Vous connaissez tous la résolution fédérale par cœur. Vous savez qu'elle est divisée en 3 grands chapitres. Et donc, la résolution nous invite à défendre nos acquis, mais aussi le grand 2, conquérir de nouveaux droits. Et le 3 laisse plutôt la place aux rêves. Nos 3 participants sont donc invités à plancher sur cette question de partage et de solidarité, l'essentiel pour les essentiels. Pourquoi? Comment? Quelles actions? Alors, pour lever un peu le mystère sur qui sont nos invités et intervenants, je vais vous faire quand même une brève présentation de chacun. Donc d'abord, François-Xavier Devetter, qui est chercheur à l'Université de Lille et à l'IRES. Donc François-Xavier, tes travaux de recherche portent principalement sur le temps de travail et les emplois à bas salaire, particulièrement agents et agentes d'entretien, les aides à domicile, les assistantes maternelles agréées. Alors, tu as publié en 2003 Aide à domicile, en 2023, pardon. Heureusement qu'Yvan suit. En 2023, Aide à domicile, un métier en souffrance, sortir de l'impasse, avec Annie Dussuet et Emmanuel Puissant aux éditions de l'Atelier, que vous retrouverez dans toutes les bonnes librairies. Et en 2021, aux éditions Les Petits Matins, 2 millions de travailleurs et des poussières, avec Julie Valentin. Et donc, François-Xavier, ton intervention sera plutôt en lien avec la première partie de notre résolution pour mettre en lumière les situations réelles des essentiels et ce sur quoi nous pouvons agir collectivement. Yvan, je vais quand même te présenter un petit peu parce que tu as vu qu'il y avait beaucoup de jeunes et peut-être qu'ils n'ont pas encore eu le loisir de te croiser. Donc, Oui, et il y en a beaucoup qui sont plus jeunes que beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Alors, tu es donc le secrétaire général adjoint de la Confédération. Tu es en charge des dossiers suivants. La politique organisationnelle, donc dans la maison CFDT, on dit l'ORGA. La coordination des chantiers internes DOF, DOF comme développement, organisation, formation. Tu es responsable aussi de la politique sur les retraites, responsable de la politique de la formation initiale et continue et de la GEPP,
responsable des relations intersyndicales et surtout responsable de la coordination de la politique d'action revendicative. Autant dire que tu es au cœur du sujet du jour et tu vas pouvoir nous dire comment et où tu parles des essentiels et de leurs problèmes. Julien Frémiot, du coup tu viens du monde du sport, mais tu travailles aujourd'hui avec Global Coopération. Tu es expert en intelligence collective, spécialiste de la création d'outils collaboratifs. Profondément humaniste, tu es un facilitateur, voire même un magicien de la coopération entre les femmes et les hommes. Tu ne comptes pas moins de 1000 événements de cet ordre à ton actif et tu laisses une place importante dans tes créations à l'imaginaire et au jeu. Tu vas nous accompagner sur la dimension « Laissons-nous rêver ». Alors sans plus attendre, je vois que vous êtes très attentifs en plus. François-Xavier, je t'invite à nous en dire un peu plus sur la réalité des essentiels, de leurs difficultés quotidiennes. Et puis, j'ai envie de te demander directement, peuvent-ils vivre dignement de leur travail ? Voilà, donc, comme vous l'avez entendu, effectivement, on ne va pas être dans le rêve. Le rêve, ce sera pour après. Là, on est plutôt dans des situations plus compliquées. Alors, peut-être commencer par les essentiels. Et ça veut dire quoi, les essentiels ? Ça voudrait dire qu'il y a des gens qui ne le sont pas. Probablement que dans le monde du travail, la plupart des gens sont essentiels, font tourner l'économie et les entreprises ou les services publics. Les essentiels, on a gardé ce terme-là de la crise du Covid, c'est-à-dire tous ces gens sans qui la société ne se reproduit pas, tout simplement. C'est-à-dire qu'on a besoin de leur travail au quotidien pour faire face aux besoins élémentaires des uns et des autres. Certains s'adressent à des personnes plutôt en situation de fragilité, je pense aux aides à domicile, d'autres à l'ensemble de la population, le commerce, la distribution, l'entretien, etc. Mais en tout cas, c'est des métiers dont on sait que l'on ne peut pas s'en passer durablement s'ils ne travaillent pas, tout simplement que la société ne fonctionne pas. À l'occasion du Covid, du coup, ça a mis en lumière en quelque sorte l'importance de ce travail et le décalage, c'est le moins que l'on puisse dire, entre leur rémunération, la façon dont ils sont matériellement, financièrement reconnus et l'importance de leur travail. Alors, ce n'est pas un scoop pour les économistes, on n'est pas payé en fonction de son utilité sociale. Ça, le jour où ça arrivera, ce sera une révolution assurée. Je ne suis pas sûr que ça se produise un jour et on en est extrêmement loin. Ce n'est pas un critère dans les rémunérations ou dans l'attribution d'une rémunération. Le critère premier, c'est qui est prêt à mettre combien pour le service qui est proposé, pas l'importance sociale de ce service. Pour autant, le fait qu'il y ait un décalage aussi marqué entre des services dont on a impérativement besoin et la faiblesse des rémunérations dont les salariés, que les salariés touchent, crée un problème éthique évident. Alors, on a eu différents rapports publics, de recherche, etc., qui ont mis ces éléments en avant. Moi, ce que je voudrais revenir sur les quelques minutes qui vont suivre, c'est faire un saut en arrière de 90 ans pratiquement, et puis un saut géographique et d'aller aux États-Unis, c'est-à-dire d'aller aux États-Unis en 1938. Et aux États-Unis en 1938, on est après la crise de 29, on a Roosevelt au pouvoir et on a une loi extrêmement importante qui est prise, c'est le Fair Labor Standards Act. Promis, je ne vous ferai pas plus d'anglais que ça parce que je ne voudrais pas m'humilier avec mon accent. Et ce Fair Labor Standards Act, en 1938, veut quoi ? Il affirme une chose, son but, c'est d'éliminer, je cite, les conditions d'emploi qui empêchent d'accéder à un niveau de vie minimal pour la santé, l'efficacité et le bien-être général des travailleurs. C'est affirmé dans un pays qui n'est pas particulièrement connu pour son engagement social, même si les années 30 étaient un petit peu différents, et il y a bien longtemps, il y a 90 ans. Et ce Fair Labor Standards Act s'appuie sur deux choses. S'appuie d'abord sur la limitation du temps de travail à 40 heures, et ensuite sur la fixation d'un salaire minimum digne de ce nom. C'est-à-dire qu'on prend en compte la situation des travailleurs avec deux piliers, avec deux outils, la limitation du temps de travail, éviter les temps trop longs, épuisants pour la santé, pour la vie de famille, etc. Et
fixer un niveau de salaire qui permette à tout à chacun de vivre correctement avec son travail. Ces deux types de régulation, on va les retrouver ensuite à peu près partout. On va les retrouver en France. 2 ans avant, c'est le Front populaire et les 40 heures. Le SMIC, il faudra attendre, le SMIC d'abord, puis le SMIC, il faudra attendre quelques années encore, et surtout l'après-guerre et mai 68 pour avoir des niveaux un peu plus importants. Mais ces deux outils-là, régulation d'un temps de travail à temps plein, que l'on baisse, que l'on fixe à un maximum plus exactement, et SMIC ou salaire minimum vont être utilisés dans tous les pays occidentaux. Ces deux outils, ils sont obtenus d'abord politiquement et syndicalement, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tombés du ciel, hein, il a fallu se battre assez durement pour les obtenir, et globalement, ils vont fonctionner pendant les 30 Glorieuses pour protéger la plupart des travailleurs du risque de pauvreté. Pas la totalité, il y a toujours des segments qui restent dans la difficulté, mais l'ensemble de la population, on va dire ouvrière, employée, se retrouve relativement protégée grâce à ces deux outils. Sauf qu'entre les 30 Glorieuses et aujourd'hui, le monde a un peu changé. Il a un peu changé, pourquoi ? D'abord parce que l'industrie, pour le dire très très vite, a largement laissé la place au service. On n'est pas pour rien ici réunis. Et dans les services, si l'industrie a laissé sa place aux services, c'est notamment dans les salariés du bas de l'échelle. Quand je dis du bas de l'échelle, c'est évidemment aucun jugement de valeur, c'est dans le bas de l'échelle des rémunérations. Les salariés peu rémunérés, peu payés, qui ont du mal à vivre de leur salaire, aujourd'hui sont très, très, très majoritairement dans les services. Ce sont des métiers à bas salaire, qui ne sont donc plus dans l'industrie, ils ne sont plus dans le textile. Moi, je suis originaire de Roubaix, donc je vois à peu près ce que c'était, mais sont dans la grande distribution, dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans les services à la personne, dans la propreté, dans la sécurité. C'est des métiers qui sont, pour une grande partie, les vôtres. La transformation de ces métiers et le passage de l'industrie au service a changé radicalement certaines choses, mais pas tout. Ça n'a pas changé la fatigue, la pénibilité physique, ça n'a pas changé l'emprise du travail sur la journée, ça n'a pas changé l'emprise du travail sur la vie de famille, ça n'a pas changé la non-reconnaissance des compétences et des qualifications. Non, ça c'est des choses qui restent à la fois dans ce qu'était l'industrie auparavant et dans ce que sont les services aujourd'hui. Par contre, ce qui a changé, c'est que une grande partie de ce qui était des hommes hier, ce sont des femmes aujourd'hui dans ces métiers. On le sait, ce sont des métiers très massivement féminisés et avec une part notamment de femmes en situation de monoparentalité importante, avec des questionnements en termes de pouvoir d'achat bien spécifiques. C'est aussi un rapport direct aux clients, un rapport direct aux usagers, aux personnes qui sont servies, qui est beaucoup plus important. On ne stocke pas, ou difficilement, un service. On ne stocke pas une toilette dans l'aide à domicile. On ne stocke pas une heure de garde d'enfant pour une assistante maternelle. On ne stocke pas une heure de propreté quelque part en disant on le gardera pour la suite en le mettant au frigo. Non, il n'y a pas de stock. Donc on est dans quelque chose qui est en flux tendu le plus souvent, avec toutes les difficultés temporelles que cela peut représenter. Et puis dernier point de différence, on a peu de gains de productivité. Sur une ligne de production, je pense que Michelin, pour rester dans le local, entre ces lignes de production aujourd'hui et ces lignes de production des années 60, il n'y a pas grand-chose à voir. Entre le travail d'un agent de propreté, le travail d'une assistante maternelle, le travail d'un vendeur, d'une vendeuse, d'une caissière, il y a des changements, mais qui sont bien plus faibles que ceux-là. Et ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on n'a pas économisé de travail entre hier et aujourd'hui. Or, ce travail est censé être devenu plus coûteux, mais on ne veut pas forcément payer davantage pour celui-ci. Cette combinaison de permanence et de changement fait que les objectifs restent les mêmes, permettre aux gens de vivre dignement de leur travail, mais que les outils qu'on avait inventés sont plus forcément adaptés. Et la fixation d'une durée légale de travail et la fixation d'un salaire minimum, aujourd'hui, sont largement contournés. Pour beaucoup des métiers que vous représentez, le temps plein, ce n'est pas une limite, c'est juste quelque chose qu'on aimerait avoir et que l'on n'a pas. On est sur des salariés qui sont très majoritairement à temps partiel. Et résultat, le SMIC lui-même, dans son acception de salaire mensuel, ne touche pas 15 à 20% des salariés aujourd'hui en France. En gros, aujourd'hui, on est à peu près à 20% de salariés qui ne touchent pas le SMIC mensuel. Donc le SMIC, comme limite d'un niveau de vie juste décent pour vivre, ce qui n'est même pas tout à fait le cas par ailleurs, mais ça on y reviendra peut-être dans les questions, n'est pas atteint par un salarié
sur 5. Pourquoi ? Parce qu'ils sont sur des temps partiels. Mais sauf que le problème de ces temps partiels, ce n'est pas qu'on travaille insuffisamment, puisque la durée de la journée de travail est souvent longue. On ne travaille pas insuffisamment parce que la sinistralité dans ces métiers est élevée. C'est donc bien qu'on a une consommation de la ressource humaine qui est importante. On ne travaille pas suffisamment parce qu'on n'est pas payé suffisamment, parce que le décompte des temps de travail est extrêmement limité, restrictif, insuffisant. Et sur les deux minutes qu'il me reste, je pense que sinon je vais largement dépasser, mais ce tour de passe-passe qui est obtenu par les employeurs de contourner le SMIC sans le dire, sans enfreindre directement la loi, alors certains l'enfreignent par ailleurs, mais dans l'ensemble, on va dire qu'ils respectent le SMIC horaire, mais ils ne respectent pas le SMIC mensuel. Comment on obtient ce tour de passe-passe ? On l'obtient de deux manières. On l'obtient d'abord en intensifiant le travail. Ce que l'on faisait en 8 heures, on le fera en 5. Je prends un exemple que je connais bien, le nettoyage des collèges du département du Nord. On avait des salariés qui y passaient 8 heures par jour. Aujourd'hui, on a des prestations de services confiées à une entreprise. Vous ferez la même chose en 5 heures. Et effectivement, en 5 heures de salaire au SMIC ou à peine plus, on vit moins bien qu'avec 8. Et pourtant, on doit faire le même travail entre les deux. L'autre tour de passe-passe, c'est de ne pas tout payer ou de ne payer que les pics d'activité. Je vous paye quand je sais que ce que vous faites est directement facturable. Dès que ce que vous faites n'est pas immédiatement facturable, j'arrête de vous payer. C'est comme si un peu notre corps ou notre tête disait « je paye vos inspirations parce que ça apporte de l'air et de l'oxygène, mais les expirations, ça ne sert à rien, je ne vous paye pas pour ça ». On paye des temps, certains temps, mais pas tous les temps. Et c'est donc dans le décompte du temps de travail qu'on a un vrai changement dans ce passage de l'industrie au service notamment, qui fait que les salariés ne sont plus, pour une partie d'entre eux, que payés partiellement et donc insuffisamment pour vivre décemment, pour vivre correctement. Alors, quelle nouvelle régulation ou quelle nouvelle revendication avoir face à ces questions-là ? Effectivement, réclamer une hausse du SMIC, c'est à mon sens une chose justifiée économiquement, socialement, etc. Il n'y a pas de problème. Mais ça ne répond pas complètement au problème puisque bon nombre des salariés qui sont à bas salaire mensuel ont un problème de durée plus qu'un problème de rémunération horaire. Alors, 3-4 pistes. La première, c'est limiter l'usage du temps partiel. Je pense qu'aujourd'hui, les acteurs et les acteurs syndicaux doivent s'emparer de ce qu'est le temps partiel et de la façon dont on le décompte et on encadre ce temps. Certaines conventions collectives ont créé des durées de vacation minimales. On ne peut pas travailler 1 heure dans la journée ou 1 heure dans une demi-journée. Quand on commence une demi-journée, il y a un temps fixe, il y a un coût fixe. On a dû changer, on a dû venir, on a dû commencer son travail. Ça veut dire que mon travail ne vaut la peine que s'il dure 2 heures, 3 heures, ou en tout cas est décompté comme tel. Aux États-Unis, dans d'autres pays, on a des types de régulation de ce type-là. Je pourrais y revenir par la suite. Le deuxième élément, c'est de renchérir les heures. Quand on les paye à l'unité, on paye plus cher. Il y a des gens ici qui travaillent dans la grande distribution, j'imagine. Un yaourt à l'unité coûte plus cher qu'un yaourt par pack de 8. 1 heure de travail, c'est pareil. Si on ne fait faire qu'1 heure de travail, elle doit être payée plus cher que quand il y en a plusieurs d'affilée, parce qu'il y a un coût fixe à travailler à ce niveau-là. Et la troisième chose, la troisième piste sur laquelle il faut que les acteurs avancent dans les négociations, c'est l'intensité du travail. On ne peut pas en permanence durcir les cadences. Dans la propreté, c'est caricatural en quelque sorte, le même site, je vais vous donner un exemple, l'école dans laquelle moi j'ai enseigné pendant longtemps, en 2006 il fallait 22h30 par jour pour l'entretenir. Aujourd'hui il faut 12h30 par jour pour l'entretenir. Entre-temps les bâtiments ils n'ont pas réduit, ils sont au contraire été augmentés par une aile supplémentaire. Par entre-temps simplement des accidents du travail plus fréquents, des salariés qui par ailleurs sont plus âgés, qui ont plus de difficultés, etc. Alors comment on encadre l'intensité ? J'aurais qu'une idée comme ça, mais c'est ultra révolutionnaire et complètement farfelu, mais ce serait créer une sorte de lieu dans les entreprises où on puisse discuter des conditions d'hygiène, de sécurité, de travail. On appellerait ça une sorte de comité hygiène et sécurité, je ne sais pas, quelque chose comme ça, mais je ne suis pas sûr que ça existe encore. La dernière chose, et je vois que j'explose mon temps, je suis désolé, c'est le coût des heures décalées. Une journée, ce n'est pas 24 heures identiques. Quand on travaille, avant 8 heures le matin, après 17 heures ou après 18 heures le soir, c'est plus compliqué, c'est plus pénible pour la vie de famille, c'est plus compliqué pour s'occuper de ses enfants, voir son conjoint, ses amis, faire du sport, faire n'importe quoi. Les heures ne sont pas identiques les unes aux autres.
L'Islande est, au moins sur sa convention collective de la ville de Reykjavik, c'est un petit peu limité, hein, je suis d'accord, mais sur la propreté, elle est magique. Entre 8h et 17h, vous êtes payé à 100%. Mais entre 17h et 22h, vous êtes payé plus 50%. Et entre 22h et 8h le matin, vous êtes payé plus 100%. Par résultat, les clients, ils rechignent à 2 fois, ils réfléchissent à 2 fois à faire travailler les salariés en horaire décalé, ça leur coûte cher, ils évitent de le faire et subitement, ils se rendent compte qu'ils peuvent croiser leurs agents d'entretien sans que ce soit quelque chose d'absolument abominable pour leur productivité. Alors tout ça, ça demande quoi si on veut aller vers ce genre de choses? La première chose que ça demande des syndicats, mais ça tombe bien, on y est, et puis en plus, pardon ? Ça tombe bien, hein. Des syndicats, alors pas n'importe lesquels, y compris des syndicats dans lesquels on peut avoir des spécialisations MMA, mais j'ai vu qu'en écoutant tout à l'heure que certains étaient au taquet là-dessus, et donc dans la négociation, c'est possible et c'est ouvert. Ça demande aussi peut-être une inspection du travail, ça aussi c'est un truc révolutionnaire qu'on pourrait peut-être recréer un jour, ou en tout cas avec des moyens suffisants. Et puis le dernier mot, ça demande aussi un autre regard social sur ces métiers, et ces métiers essentiels, et du coup ça nous concerne absolument tous, y compris au-delà de notre activité syndicale, militante, professionnelle. Ça demande une implication des clients, ça demande une implication du portefeuille aussi des clients, parce que le travail humain, ça coûte cher et il faut le payer à son prix. Merci et désolé pour le temps dépassé. Merci beaucoup François-Xavier. Alors je vois que ça je vois vos questions arriver déjà, mais gardez-les pour tout à l'heure surtout. Hein. Alors Yvan, le constat de François-Xavier est sans concession. C'est pas trop une surprise d'ailleurs. Mais comment au niveau national de la CFDT on porte ces réalités et on agit? En gros, j'aimerais bien que tu nous racontes le dessous des cartes des rencontres ministérielles avec les plus hauts fonctionnaires ou avec les plus hauts fonctionnaires et surtout, la question qu'on se pose tous, c'est les essentiels, la solidarité, le partage. Est-ce que ça leur parle? Bonjour à toutes et bonjour à tous. Le constat est assez partagé par rapport à ce qui vient d'être dit. C'est évident dans cette salle. C'est beaucoup plus compliqué quand on discute de ces enjeux-là, à partir du moment où on déborde des frontières économiques et sociales qui viennent d'être abordées. Je pense que la première chose qu'il faut qu'on se dise très concrètement, c'est que la CFDT essaye de parler des travailleurs essentiels, essaye de parler des réalités telles qu'elles viennent d'être évoquées, à chaque fois qu'on a des rendez-vous officiels pour, et c'est notre premier objectif, juste pour dire que ça existe. Il y a un élément alors que je vais peut-être illustrer de façon très basique, très simple, c'est on a des rendez-vous très régulièrement. Ça s'accélère un petit peu. Il y a eu une période où c'était pas si régulier que ça. On n'a pratiquement jamais vu le gouvernement, mais on a des rendez-vous assez réguliers avec les gouvernements. Et à chaque fois, on commence par parler des réalités. Donc très concrètement, je vais l'illustrer, c'est quand on va rencontrer Gabriel Attal, Elisabeth Borne, Michel Barnier, peu importe, et c'est même pas une question vraiment de curseur politique sur l'échiquier tel qu'il existe, même à la rigueur quand on va voir Patrick Martin au niveau du MEDEF, le premier enjeu pour la CFDT, c'est de dire, avant de poser des problématiques de comment on pourrait changer les choses, c'est de rendre ces questions-là visibles, lisibles et peut-être juste perceptibles pour nos interlocuteurs. Je pense que c'est la première des questions. Pour le dire tout simplement, dans ces rendez-vous-là, quand c'était Laurent Berger ou quand c'est Marie-Lise Léon aujourd'hui, la première chose, c'est de dire, vous savez, la CFDT, les premiers bastions qu'on a aujourd'hui en interne chez nous, c'est des personnes qui sont sur le lien aux personnes, c'est des personnes de la sécurité, de la propreté, et on essaye, premier objectif, de casser l'image du syndicalisme qui représente la fonction publique ou des grands bataillons de grosses entreprises, très très grosses entreprises multinationales. Parce que dans la tête de nos interlocuteurs, soit ils représentent ça, donc ça c'est pour le MEDEF, soit ils sont formatés par cette image de dire le salariat est à l'image de ce lieu commun qu'on véhicule. Et donc, très clairement, moi j'ai assisté à longueur de temps ces dernières années à ces rendez-vous-là. Premier objectif, c'est celui-là. Il peut vous paraître partir de très loin,
mais je vous dois au moins cette vérité-là en interne, c'est les travailleurs essentiels, ça existe. Si on les appelle essentiels, c'est justement parce qu'ils sont essentiels. La seule fois où il y a quelqu'un qui en a parlé ces dernières années, il a tout de suite oublié cette réalité-là, c'est le président de la République. Il en a parlé au moment de la fin de la crise Covid, en disant il s'est passé quelque chose. Il a refermé la fenêtre aussitôt après. Mais sinon, si on ne pousse pas, du coup, on ne parle pas de la vraie vie de l'ensemble des travailleurs qui existent dans notre pays. Ça, c'est le premier objectif. Le deuxième objectif, c'est en attaquant comme ça, on essaye d'obliger nos interlocuteurs à parler des choix politiques en parlant des gens et pas en parlant des statistiques. Parce qu'un des gros enjeux pour une confédération, c'est de faire en sorte d'essayer d'infléchir des grands dossiers qui sont les nôtres. Alors on a parlé de la question des conditions de travail, la question des rémunérations, tout ça c'est très hétérogène. Il y a une grande palette de réalités dans l'ensemble des secteurs d'activité et dans l'ensemble des salariés. D'ailleurs, quand on prend la salle et quand on prend les entreprises, à l'intérieur des entreprises ou à l'intérieur des différentes branches que vous représentez, c'est hétérogène aussi. Vous multipliez ça par 10 ou par 15 dans une confédération. Et donc, quand vous êtes avec des interlocuteurs, le risque, et c'est là où ils nous emmènent systématiquement, c'est de parler des moyennes. Et quand on parle des moyennes, il y a des choix qui peuvent être admissibles. Mais quand on leur ramène à certaines réalités vécues par des travailleurs, là, ça devient injuste et inadmissible. Et donc, on a cet objectif-là de parler de la vraie vie des gens. En vous disant ça, je vous passe 2 messages. C'est pour ça que la CFDT essaye de faire en sorte que nos rouages internes fonctionnent le mieux possible. Parce que pour que Laurent Berger ou Marie-Lise Léon parlent au ministre ou au président du MEDEF des réalités qui sont vécues par vous en tant que délégués syndicaux dans vos entreprises ou représentants dans les CSE, il faut que ce qui se passe dans les entreprises soit discuté dans les syndicats, ce qui est discuté dans les syndicats remonte dans la fédération et les fédérations remontent à la conf. Et si jamais un secrétaire général ou une secrétaire générale de la CFDT parle bien, c'est tout simplement parce que Véronique, au Bureau national, et votre fédération au Conseil national, elle dit des choses très claires en disant c'est ça la réalité qui est vécue et à partir de cette réalité-là, il y a des choses qui sont entendables, il y a des choses qui sont injustes et inentendables. Et donc c'est pour ça qu'on est très attentif à faire en sorte que la boutique CFDT, elle fonctionne bien. Et deuxième objectif, c'est tout simplement pour ça qu'on a mis depuis très longtemps 2 grandes mécaniques internes en route qui sont la syndicalisation et la représentativité. Si on veut représenter l'ensemble du salariat, et c'est un sacré objectif et c'est une sacrée ambition pour faire en sorte que la bascule de l'industriel au service et les nouveaux équilibres qu'on voit dans le monde économique, on le représente au niveau social, cette affaire-là, ça marche si on est en position de force pour le faire, quoi. D'où l'interpellation que je vous disais tout à l'heure en disant la CFDT, c'est d'abord ces champs-là avant d'être des champs que vous pensez être celui du syndicalisme historique. Mais la CFDT a bigrement bougé, quoi. Donc, voilà, premier élément d'intervention de la CFDT sur lequel je pourrais peut-être vous donner des illustrations encore plus concrètes si vous voulez dans les échanges tout à l'heure. C'est ça, mais c'est fondamental pour nous parce que si on ne parle pas de la vraie vie des gens, des travailleurs, et du coup on les représente mal et on ne tape pas là où il faut, quoi. Alors déjà, qu'en les représentant bien et en tapant là où il faut, Dieu que c'est difficile aujourd'hui de faire bouger les lignes, mais si en plus on est sur des approches qui sont trop difficiles ou trop éloignées de vos réalités, c'est encore plus complexe. Donc on a vraiment cette première action et je dois vous dire qu'il y a quelque chose qui a marqué l'ensemble de la CFDT, pas la Confédération, mais la Confédération et l'ensemble de ces fédérations, quelle que soit l'origine du privé, du public et de leur réalité, c'est la première manifestation qu'on a faite sous le libellé des travailleurs essentiels. Là, je pense qu'il y a un déclic et un vrai marqueur pour l'ensemble de la maison CFDT en disant, il y a une forme de fierté qui s'est exprimée en disant, ce combat-là, on va essayer de le mener, quoi. J'ai dit, on va essayer de le mener. Et en mesurant toute la difficulté de cette... Deuxième point, c'est pas le tout de donner la visibilité. Encore faut-il qu'on ait une organisation syndicale. Le but du jeu, c'est de faire bouger les choses. Pour faire bouger les choses, il faut se dire où sont les éléments prioritaires. Compliqué. C'est quand on est en interne, on est dans un échange entre militants et responsables CFDT. Il y a des éléments sur lesquels il faut qu'on joue carte sur table. Si on veut fixer des priorités au niveau d'une confédération, on fait la même chose que quand on fixe une priorité dans une section syndicale.
on se dit où est-ce qu'on met l'accent, où est-ce qu'on met la priorité, et du coup, en filigrane, où est-ce qu'on la met pas. Et donc, sur l'ensemble des dossiers, eh ben, ça se voit. Et c'est pour cette raison-là qu'on a fait le choix de s'opposer aux 64 ans sur la réforme des retraites. C'est pas pour dire qu'il faut faire des efforts sur les retraites. Oui, il faut faire des efforts sur les retraites. Mais l'effort qui doit faire doit être juste. Et si on le fait porter sur ce paramètre-là, il est injuste. Et donc, si on le dit comme ça, ça veut dire qu'on admet en creux qu'il y a des efforts qui sont nécessaires. Mais on les fait porter sur les salariés qui peuvent supporter la charge, et pas sur les autres. Or, c'est le choix inverse qui a été fait. C'est pour ça qu'on s'est opposé. C'est pareil sur les salaires. Ce qui a été dit sur les salaires, c'est vous le retrouvez à toutes les échelles de négociation. C'est vrai sur la question des minima, c'est vrai dans une entreprise. Quand on négocie que des AG dans une entreprise, AG, AI, mais que dans les AG, on ne met pas des augmentations générales, pardon, on ne met pas des systèmes de talons parfois, eh ben, on ne fait pas de choix prioritaire. Si on met une priorité sur les salaires les plus bas dans une entreprise, là, on commence à infléchir les choses. Donc cette question-là d'arbitrage, qui est fondamentalement politique, il est important. Je le dis parce qu'il y a une illustration qui va arriver devant nous. Il y a quelqu'un qui est monté à la tribune cet après-midi sur la question de la couverture du risque maladie en faisant la séparation de qui était couvert à 4 jours et qui était couvert à 7 jours. Il y a dans le projet de financement de la sécurité sociale le fait qu'il va y avoir, c'est super compliqué, enfin pris comme ça, c'est super compliqué, c'est complexe, on va descendre le plafond de la sécurité sociale de 0,4 points. Ce qui veut dire que l'indemnisation des arrêts maladie va descendre automatiquement. Quand c'est l'entreprise qui couvre, c'est l'entreprise qui va payer la descente. Quand c'est le salarié qui paye, qui n'a pas la couverture de l'entreprise, c'est le salarié qui va prendre la note. Et donc, en fonction de ce que vous avez dit du 4e ou du 7e jour, il y en a qui vont payer cher et d'autres pas. Et donc ces arbitrages-là politiques, il faut qu'on le mette à tous les étages, dans la section syndicale, dans une fédération, et on le fait au niveau de la confédération de la même façon. Et c'est pour ça que de temps en temps, on a débat en interne sur des questions de positionnement en disant elles sont où les priorités. Et à partir du moment où on a dit qu'il y avait des travailleurs essentiels, eh ben on commence à se dire là où on met les priorités. Et je finis sur le 3e axe, parce qu'on va tous déborder, je crois. De toute façon, c'est la règle de ce genre de table ronde. On commence tous par déborder, puis après on essaye de récupérer le temps en pédalant. C'est concrètement comment on peut essayer d'agir pour essayer d'infléchir les choses et d'améliorer les éléments. Il y a la question salariale, elle est fondamentale. C'est évident, je souscris à ce qui a été dit, c'est si on veut commencer à répondre aux problématiques telles qu'elles sont posées, il faut commencer par répondre par la question salariale. Sinon, on agit à la marge, c'est important, mais on n'agit pas forcément sur le cœur du réacteur. Je ne reviens pas sur ce qui a été dit sur la question des temps partiels. Je suis d'accord par rapport à ces éléments-là. Je vais juste dire 3 choses, des éléments qui peuvent bouger. C'est sur la question des minima. Sur la question des minima salariaux, on avait en plus des éléments qui ont été très bien présentés, une question en France qui accélère ou qui amplifie cette question-là, c'est la question des exonérations de cotisations qui font en sorte, en plus, de tasser les salaires vers le bas. Il y a un débat qui arrive, qui est devant nous, sur lequel on va bosser dans les instances nationales, et donc ça sera aussi à vous de dire dans quel sens il faut bosser nos positionnements dans les instances nationales. C'est cette courbe-là d'exonération va être revue. Et donc, dans la revisite, il y a 2 éléments. Il y a un élément qui va bien à la CFDT, c'est que les exonérations allaient jusqu'à 3 SMIC et demi, vont s'arrêter à 3 SMIC. Ça semble être en bonne voie. Donc ça, c'est une bonne. Par contre, la courbe des exonérations va bouger. Et dans ce qu'elle va bouger, ça va permettre des poches d'amélioration, de revalorisation salariale. Et donc, on a une vraie discussion à avoir avec les patrons et avec l'État, c'est comment ce changement-là va se répercuter sur les salaires et sur les bons salaires sur lesquels ils doivent se répercuter. Et donc, c'est sur les minima qu'il va falloir agir. Et donc, nous, on l'a dit clairement à Matignon, c'est si vous croyez que cette amélioration va être mécanique, vous vous foutez le doigt dans l'œil. Donc, du coup, il faut contraindre cette évolution-là. Si vous créez des bulles, il faut absolument contraindre pour que les bulles aillent sur les augmentations de salaire. Et cette contrainte-là, il faut mettre des conditions aux exonérations.
C'est pour ça qu'on appuie fortement sur la question de la conditionnalité des aides aux entreprises pour que ça bouge concrètement. Sur les classifs, on a obtenu, je crois que Véronique l'a cité ce matin dans son intervention, dans le cadre de l'accord national sur le partage de la valeur, on a obtenu de revenir sur les classifs. Il faut absolument qu'on travaille cet élément-là et qu'on pousse les patrons à le faire. Pareil, vous avez interpellé l'ensemble de vos branches. Les patrons, quand ils regardent une interpellation syndicale ou une convocation au ministère du Travail pour dire c'est pas bien, vous n'avez pas négocié, ils disent ok, si on nous dit juste qu'on n'est pas bon, on s'en fiche parce que du coup ça garde les. Donc c'est pareil. Sur les classifs, il faut absolument qu'on arrive à un système qui permet de contraindre cet élément-là pour faire en sorte de renégocier sur les classifications et redonner de la progression salariale. Et puis je finis sur. Je ne fais que les citer parce qu'on pourrait y revenir, on appuie fortement sur les clauses dans les appels d'offres. C'est aussi un levier syndical, cet élément-là, pour faire en sorte qu'en fonction de ce qu'on met dans les clauses d'appel d'offres, du coup, ça interagit sur ceux qui gagnent les marchés, et d'où les conditions salariales derrière que vous avez à négocier, marge ou par marge pour vous, c'est là-dessus que ça peut jouer. Et puis, on a un autre élément qui est fondamental, qui n'est pas complètement dans la sphère syndicale pure, c'est la question du logement. La question du logement qui pèse énormément sur les travailleurs modestes, à revenus modestes, ça c'est un sacré enjeu syndical. Je finis par dire qu'on est sur un rapport de force qui est super compliqué sur cette question-là. Je ne vous apprends rien en la matière. On bétonne systématiquement dans l'ensemble de nos rendez-vous et avec le gouvernement et avec les patrons pour essayer de pousser les revendications qui sont les revendications CFDT, que ce soit de la Fédé des services ou que ce soit au niveau de la Confédération de façon plus générale. Donc on ne lâche rien là-dessus. Je veux juste dire qu'on a deux éléments qui sont devant nous qui pourraient nous aider dans le rapport de force. Il y a un point qui est évident, c'est la question qui est illustrée, je crois aussi dans une intervention, qui est le besoin de recrutement. Plus ça va aller, vu la démographie qui est celle de notre pays, plus la question va se poser de savoir comment les patrons vont se piquer les salariés les uns des autres. Et donc du coup, en termes de rapport de force pour négocier, on a un truc qui va être plus dans notre faveur qu'il a été jusqu'à maintenant. Donc ça, c'est un premier élément. Et le deuxième élément sur lequel, provisoirement, on n'a pas réussi à faire la démonstration pendant le moment des retraites, va revenir. Et moi, je crois fortement à ce que, dans la période à venir, la question du travail va redevenir complètement centrale. Ni le gouvernement ni le patronat va pouvoir passer à travers. Et en repositionnant la question du travail comme centrale, on agira sur les deux éléments qui sont fondamentaux, la question de la reconnaissance au travail par les salaires et la question des conditions de travail qui sont les éléments, le bon engrenage qu'il faut faire pour essayer de redonner de la progression dans notre pays. Voilà un peu la palette sur laquelle on essaye d'intervenir pour donner de la lisibilité, de la visibilité à ce qui est une priorité pour l'ensemble de la CFDT. Merci. Merci beaucoup Yvan. Alors, on passe désormais à Julien. On a pu, en entendant d'abord François-Xavier et puis Yvan, que les chemins classiques ne sont pas forcément simples et que les choses bougent lentement, ce qui peut être très frustrant et très épuisant. D'ailleurs, vous avez été nombreux à l'évoquer. Comment peut-on s'organiser syndicalement dans les entreprises, dans les territoires, pour faire vivre la solidarité et aider ceux qui ne vivent pas dignement de leur travail? Et on a un peu de temps. On a un peu de temps. Bonjour, ravi, enchanté. Je suis très heureux aussi de davantage vous découvrir, puisqu'en fait, je viens d'horizons, de milieux d'environnement qui sont parfois assez éloignés du vôtre, mais finalement peut-être pas tant que ça, puisque je vais vous parler de certains éléments d'expérience, et j'espère que ça va pouvoir poser quelques graines et vous inspirer sur certains éléments. On va parler notamment d'intelligence collective, on va parler de liens, on va parler d'énergie. Et je vais commencer par une petite présentation avec ici des slides et parfois des temps d'échange avec vous, puisqu'on est là pour se découvrir, nous, vous, et aussi que vous puissiez davantage vous découvrir. Je vais vous présenter différentes choses et vous dire où est-ce que, selon moi, ça fait sens et voir comment ça résonne pour vous. Alors, ce qui m'a amené à être ici, c'est notamment le fait d'avoir initié une dynamique qui s'appelle les fresques du pouvoir d'agir. Regagner du pouvoir d'agir,
regarder de la souveraineté, toutes ces choses-là sont des choses qui sont importantes. Et j'ai besoin de vous raconter un tout petit peu comment cette histoire est arrivée. Dans un premier temps, depuis des années, je travaillais surtout sur ce qu'on appelle le team building, la cohésion, les liens. Je me dis, c'est chouette, c'est bien. Et puis, pas à pas, je suis allé de plus en plus, puisque je m'intéressais beaucoup au sens social et puis aussi à tout ce qui était de l'ordre du développement personnel, j'ai fait ce qu'on appelle de la facilitation. En gros, comment on développe l'intelligence collective dans les groupes. Et puis pour ça, je ne sais pas si vous voyez les photos, on voit qu'il y a des Legos, notamment, parce qu'on utilise énormément les Legos. Et pourquoi déjà cet axe-là est important? Parce que tout à l'heure, j'entendais, merci Yvan, le fait de pouvoir donner du relief aux choses. Et par exemple, c'est un outil qui permet de donner énormément de relief. Parfois, ce qu'on exprime de manière assez monocorde, oralement, dès lors qu'on le met en matière, des fois c'est petit, des fois c'est grand, c'est volumineux, ça prend tout l'espace ou pas, et ça donne du relief. Je continue. On fait plein d'activités aussi. Le vote électronique nous permet de rencontrer des tas de publics différents, et du coup des fois aussi de faciliter. Et puis on est arrivé, et on retrouve la même photo finalement sur ce qu'on appelle des serious games. Alors là, tout de suite, avant de vous parler des jeux de simulation, je vais avoir une petite question un peu participative. Et simplement, vous allez pouvoir fermer les yeux dans un instant. Si la réponse est un oui très franc, vous pouvez mettre la main très haut. Si c'est un oui modéré ici, si c'est un non, vous mettez la main en bas. Je vais poser une question simple. Les animaux apprennent des choses vitales de leur vie, se défendre, chasser ou autre, en jouant. Intéressant. L'idée, c'est que vous puissiez aussi vous regarder les uns les autres. Ça peut être une première question. Comment on peut davantage s'entraîner en jouant? C'est un peu l'objet de ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Ce que j'ai décidé de faire comme chemin, c'est d'aller encore plus loin dans ces dynamiques-là et voir ce que ça génère, et c'est juste extraordinaire. Je continue. Et puis à un moment donné, je me retrouve avec la ville de Lyon qui dit on aimerait bien travailler sur l'intelligence collective, sur la facilitation, et puis en même temps sur la relation d'entraide, la mutualisation, etc. J'aurais dit je vais essayer de vous faire une fresque, la fresque du facilitateur de coopération. Et je me suis rendu compte d'une chose en le faisant, c'est surtout que plus j'avançais et plus je la déployais auprès du public, plus je me rendais compte d'une chose, c'est que ce n'était pas tant les outils qui étaient intéressants. C'est le lien, c'était la relation, c'était la dynamique des liens. Et de là, naturellement, est arrivé les fresques du pouvoir d'agir, où il est question d'accompagner notamment des acteurs de transition, puisqu'en fait, c'est un peu un virage que j'ai pris, je me suis dit, je vais essayer de mettre davantage tout ce que je fais à la portée des acteurs de transition. Vous êtes des acteurs de transition. Et puis je me suis dit, tiens, mais mince, finalement, ce n'est pas que dans le domaine de la facilitation que des fois on est les derniers à se servir. Et je me suis dit, voilà, dans d'autres domaines, parfois on est les derniers à se servir. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais avoir une autre question, et l'idée c'est pareil de fermer les yeux, et de lever la main et de vous regarder après les uns les autres. Est-ce que, dans vos métiers, vous, les représentants des CSE, vos adhérents, les militants, vous vous servez, vous prenez autant soin de vous-même que de ceux que vous accompagnez? C'est parti. Ah, c'est plus modéré. Alors peut-être que la question, et je ne sais pas si elle est pertinente ou impertinente, je continue. Je rebondis également sur quelque chose qui a été évoqué tout à l'heure par rapport à l'importance des questions et de pouvoir partager des questions, de rendre des questions lisibles et visibles, si j'ai bien retenu. Eh bien, par exemple, dans les fresques du pouvoir d'agir, le but du jeu, c'est des fois de se retrouver à plusieurs et de se demander, est-ce qu'on se pose des fois vraiment la bonne question? Je vais vous laisser lire un instant le texte avec quelques éléments. Et je vais anticiper une slide d'après. Des questions qui fédèrent et inspirent. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il est assez simple de comprendre, par exemple, comment fonctionnent des forums ouverts. Souvent, un forum ouvert, on passe beaucoup de temps au début à se poser des questions,
à remettre en balance les questions, à remettre encore en balance en question, jusqu'à tomber sur des questions qui vont être stimulantes, attirantes pour tout le monde et qui vont tirer vers du constructif. On passe plus de temps à préparer un forum ouvert en travaillant exclusivement sur les questions, et si on a bien travaillé sur les questions, après ça déroule. Donc ça, c'est par exemple un des volets de ces cartes du pouvoir d'agir. Co-vivre. La question pourrait se poser, qui je veux être? Qu'est-ce que je veux incarner? Et dans ce rapport de lien, qu'est-ce que je veux co-vivre? Et c'est cette idée de se dire, voilà, plus je vais vers le fait de vivre moi-même ce que je veux incarner, ce que je fais vivre aux autres, plus quelque part je vais avoir cette force aspirationnelle pour les autres et la preuve concrète que c'est possible. Il n'y a plus à parler quelque part, ça se ressent. Ça se ressent. Et en fait, pour ma part, il y a eu des époques où j'étais assez critique, peut-être, par rapport à des choses qui me déplaisaient. Puis à un moment donné, je me suis dit, je vais essayer d'aller à l'opposé. Je ne sais pas si vous connaissez, il y a des phrases comme ça, comme quoi le bonheur a une forme de résistance. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu cette phrase. Eh bien, bizarrement, toutes les personnes face à qui j'étais parfois un peu négatif, dès lors que je suis passé un peu de l'autre côté, se sont mis à revenir sur des sujets sur lesquels je sentais que je butais tout le temps. Vous voyez l'idée? Parce que j'avais fait un cheminement. Et on parle souvent de changement, on parle de transition sociétale. C'est quelque chose aussi qui vous concerne. Mais on ne parle pas forcément toujours, et dans les milieux de la transition de plus en plus, de ce qu'on peut appeler de métamorphose. Vous savez ce que dit la célèbre phrase de Gandhi, « Deviens toi-même ce que tu veux voir dans le monde ». Il y a une phrase de ce style-là. Deviens, je la retrouverai, mais peut-être que certains s'en souviennent exactement. Je continue. Dans les autres éléments, libérer l'enfant intérieur. Alors ce soir, je vous ai réservé une petite surprise, aussi dans cette idée de tisser des liens. Alors, l'enfant intérieur. Pareil, vous pouvez lever la main ou descendre la main. Selon vous, est-ce qu'il existe en chacun d'entre nous? Ok. Un enfant dans la gestion de ses émotions, dans sa résilience, il est plutôt en bas, il est plutôt en haut? À vous de jouer. Ok, super. Eh bien, c'est aussi cette dynamique des fresques du pouvoir d'agir, de pouvoir vivre ces instants, de pouvoir les faire partager, et de pouvoir aussi les analyser, mais surtout de les vivre. On en touchera un petit exemple ce soir. Je vais en passer quelques-unes parce que j'en ai mis plusieurs et je me suis dit je vais un peu contextualiser aussi par rapport à ce qui a été dit, notamment par rapport aux questions. Stigmergie. Ah, oh là 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 là, ce mot il fait mal. Mais on voit tout de suite des insectes, et on parle souvent d'insectes sociaux. La stigmergie, c'est un principe très simple. Vous avez par exemple un insecte qui vient, qui donne un signal à un autre, qui vient avec une petite branche, qui la pose et qui s'en va. C'est tout. Sauf qu'elle a transmis le signal qui permet à l'autre de continuer. Et à la fin, vous avez des constructions absolument géantes. En quoi ce principe est intéressant? C'est que très souvent, on fonctionne en mode projet, mais sans forcément tenir compte de l'articulation de ces temps extrêmement courts. Est-ce que, par exemple, il peut être intéressant, c'est quelque chose qu'on commence à faire en intelligence collective, vous êtes parfois organisé en trio ou en petite équipe, comme en escadron, de personnes qui avaient à peu près les mêmes agendas, les mêmes horaires, en groupe de soutien. Vous voyez l'idée? Ça correspond à un autre axe. Dans notre secteur, on essaye de réimplanter des rituels. Les rituels, on en parle, mais est-ce qu'on les met vraiment en pratique? Par exemple, les fresques du pouvoir d'agir, c'est tous les premiers mercredis du mois. Et on sait que c'est un moment dédié au nous et au je, et un moment collectif, qu'on soit ensemble ou qu'il y ait des groupes séparés. L'idée, c'est de danser cette impulsion de rituel, de rendez-vous commun, qui permet aussi ces temps que j'évoquais juste il y a un instant. Peut-être qu'Aurélie me rappellera à l'ordre, puisqu'en fait, j'en ai plusieurs à passer, et je vais essayer de cibler celle qui me semble le plus à propos. J'ai interconnaissance et capitale confiance. Que ce soit vous entre vous, mais que ce soit vous avec toutes vos parties prenantes. Vous pouvez lever la main ou la baisser.
le fait de se connaître génère la confiance. Ok. Attend-on parfois d'être en phase critique, ou est-ce là aussi un combat de tous les jours que d'apprendre à mieux se connaître? L'asymétrie, est-ce que ça vous dit quelque chose? On parle parfois de combat ou de lutte asymétrique. En fait, c'est dans la facilitation de l'intelligence collective, on essaie vraiment de connaître ce qui est un peu de l'ordre des différents comportements et des différents types de relations. Et parfois, on peut avoir quelqu'un qui vous propose de rentrer dans un tuyau de relation, dans un style de relation, par exemple parent, adulte, enfant, ça s'appelle le PAE. Et souvent, parfois, si on ne fait pas attention, on rentre dans le même tuyau, et parfois on n'a pas l'avantage dans ce tuyau-là. Et bien, l'idée, c'est l'asymétrie, c'est d'être capable de faire ce pas de recul et de côté pour mieux revenir en élargissant. Exemple, est-ce que la question qui est touchée à un moment donné va toucher la RSE, va toucher les valeurs de l'entreprise, va toucher quelque chose de plus grand, et du coup, ça vous permet de revenir, non pas dans le tuyau, mais avec un tuyau élargi qui vous permet d'avoir de vraies réponses et de vraies questions qui vont avoir du poids. L'énergie de la victoire. C'est quelque chose qu'on fait beaucoup dans le domaine de la facilitation. C'est par exemple à la fin d'une séquence. Qu'est-ce qu'on a réussi? Qu'est-ce qui a réussi dans le projet? Même si globalement il y a une négociation qui n'a pas forcément abouti, vous êtes sur de ce que j'en vois, de ce que j'en ressens, vous êtes sur quand même des courses de longue haleine. Je pense qu'il faut beaucoup d'énergie, il faut savoir remonter en selle. Et alors je vais vous poser la question, à nouveau vous pouvez lever la main très haut, médian ou bas. Célébrez-vous, vous-même ou entre vous, vos quick wins, vos victoires, qu'une partie soit gagnée ou non. C'est parti. Ok. Alors ce qui est très intéressant, c'est aussi de se regarder les uns les autres, puisque ça peut être un espace d'échange. Je repasse quelques-uns. Au niveau timing, je pense qu'on n'est pas loin, à mon avis. Je vous passe une information. Sur l'atelier de demain matin, je vais proposer une thématique où je vais à nouveau déployer comme ça plusieurs axes, qui peuvent être des axes moteurs, qui peuvent développer le pouvoir d'agir, avec comme thématique fédérer à tous les niveaux. Alors qu'est-ce que ça veut dire fédérer à tous les niveaux? C'est non seulement se poser la question des parties prenantes que parfois on n'a peut-être pas assez approchées. Pareil, je vais vous poser la question. Est-ce qu'aujourd'hui, par exemple, les acteurs de la RSE peuvent être davantage des alliés, des partenaires? C'est parti. OK. Il serait intéressant de pouvoir avoir les éléments qui vous permettent de répondre de cette manière. Je passe. On va aller sur quelques mots-clés autres. Ah! J'ai le plaisir de faire partie du consortium d'accompagnement des transitions en tant que membre, et on l'appelle aussi le commun d'accompagnement des transitions. Les communs, est-ce que ça vous dit quelque chose? Levez la main ou baissez quand on parle des communs. OK. Si je vous dis par exemple l'open source, OK. On est à peu près dans les mêmes dynamiques. Est-ce que ça peut être des acteurs aussi qui sont dans une logique de mutualisation, qui sont dans des logiques qui peuvent être potentiellement proches des vôtres? C'est intéressant, puisque vous avez besoin de mutualiser vos savoir-faire, vous avez besoin de mutualiser des techniques, des outils, peut-être des fiches d'accompagnement. Vous avez des espaces pour le faire, mais est-ce que vous connaissez les techniques, les outils, les moyens utilisés dans tous ceux qui font ça au quotidien depuis des années? Levez la main. Ah. Ça peut être un angle intéressant, c'est de connaître davantage le champ des communs. Quels sont les véhicules d'information, de stockage d'informations, de partage, d'échange qu'ils utilisent. Alors, mon jeu aujourd'hui, votre jeu aujourd'hui, est-ce que c'est plutôt défendre ou promouvoir? Défendre
par ici, la main, et promouvoir par exemple ici. Allez-y. C'est génial. Défendre de ce côté et promouvoir de ce côté. Alors regardez-vous les uns les autres, c'est quand même très intéressant. Ok. Ça peut être intéressant d'avoir ces échanges. Merci. Là, j'ai mis des mots-clés importants. En fait, quand on travaille dans l'intelligence collective, on se base beaucoup sur ce qui est aspirationnel. Pour ça, il y a l'Université du Nou, il y a l'Institut des futurs désirables, il y a la fresque des nouveaux récits, il y a plein de choses comme ça. On est souvent dans les jeux, dans l'histoire dont vous êtes le héros, qui sont des éléments qui vont amener une force de traction. De la même façon que, par exemple, quand on fait des Legos, on a le droit de rêver un peu et de se lâcher. Et puis du coup, on finit par écrire ou dessiner le monde dont on a vraiment envie. Et moi, je peux vous dire une chose, je le fais au quotidien, je le fais régulièrement avec des groupes, et ça donne une énergie pas possible, à soi et au groupe. Avez-vous souvent des occasions d'écrire, d'exprimer vraiment, au bout du bout du bout du bout, la société dont vous rêvez? Avez-vous les terrains pour le faire régulièrement? Et oui, il y a la Fédé. Je vous ai présenté plusieurs éléments, en fait il y en a plein d'autres, et j'espère que je pourrai voir plusieurs d'entre vous à l'atelier de demain matin, parce qu'en fait on va pouvoir en parcourir d'autres comme ça, et avoir des groupes d'échange qui seront facilités. J'en ai terminé. Je vous présenterai d'autres éléments si souhaités demain, et en tout cas je vous remercie grandement. Merci. Merci beaucoup Julien. Alors on va donc aborder la deuxième partie de notre séquence. Donc à vous la parole. Je crois savoir qu'il y a Julie et Frédéric qui sont en train de se manifester et auprès de qui il faut lever la main pour pouvoir poser les questions. Vous pouvez poser une question et après, parmi nos intervenants, choisiront celui qui se sent le plus de répondre ou alors poser une question directement aux uns ou aux autres. N'oubliez pas, s'il vous plaît, par contre, de vous présenter, nom, prénom, syndicat. Bonjour, Isabelle Laurent, je suis du syndicat des services de la Dordogne. Alors j'ai une question très pratique et très terre-à-terre. Depuis quelques jours, on entend parler de contribuer au remboursement de la dette de l'État en éventuellement en finir avec les 35 heures. Alors, on a déjà vu et dit que déjà il faudrait que tout le monde soit à temps plein pour pouvoir vivre à peu près correctement. Mais est-ce qu'on a déjà réfléchi à cette idée et est-ce que la CFDT a déjà une position là-dessus? François-Xavier commence et après Yvan. Vous voulez qu'on prenne plusieurs questions? Je sais pas comment. Si les questions sont très différentes, on va peut-être les prendre une par une pour l'instant. Je ne vais pas répondre complètement et je vais encore moins répondre sur la position de la CFDT. Ça, je laisse à d'autres. Voilà. Honnêtement, je trouve que les prises de position sur cette question récente, au mieux, ont aucun sens, au pire, ont aucun sens. Franchement, en fait, moi, je travaille beaucoup sur le temps de travail. Merci. J'ai fait ma thèse sur la question. Voilà, donc là, quand il y a eu ça, j'ai eu plusieurs journalistes qui m'ont appelé sur cette question-là, etc. À chaque fois, je leur ai dit la même chose. Je ne peux rien dire là-dessus. Ça n'a pas de sens. D'abord, les 35 heures ont déjà été à 90% vidées de leur contenu avec les lois Fillon. Donc, voilà, combien de secteurs sont encore réellement structurés par l'objectif qu'avaient les 35 heures quand elles ont été posées dans la loi Aubry 1, puisque la loi Aubry 2 a déjà vidé la moitié de ce que la loi Aubry 1 avait essayé de faire. Ensuite, les lois Fillon ont vidé encore plus. Encore une fois, les 35 heures, c'est fixer une durée légale. Ça n'a jamais obligé qui que ce soit à travailler plus ou moins de 35 heures.
Donc ça, c'est la première question sur la régulation du temps de travail. On a déjà détricoté, c'est le mot qu'on utilise le plus souvent, ce qu'étaient les 35 heures au fur et à mesure, de manière très forte. Les ordonnances, la loi travail avant, etc., ont redescendu au niveau des branches ou des entreprises une grosse partie de la régulation, etc. Donc la régulation du temps de travail en France est extrêmement flexible par rapport à ce qu'on a connu précédemment et de ce qu'on peut observer dans d'autres contextes. Et alors, en plus, l'étape d'après, c'est en plus lier ça au déficit public. Ouais, peut-être que remettre en cause de 35 heures me permettrait de faire mieux la pâte à crêpes. J'en sais rien, moi, mais ça n'a pas de lien, en fait. Il y a un truc qui serait possible. Il y a un truc sur le temps de travail et les déficits qui a eu lieu, c'est la journée de solidarité. Si ça vous rappelle quelque chose, la canicule 2003, on travaille un jour de plus et plus ou moins bénévolement, et du coup ça fait, oui, ça, pourquoi pas, on peut recréer un peu de travail gratuit ou de travail contraint, histoire de payer certaines dépenses collectives. Pourquoi pas, mais ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qui était présenté là. Donc je pense que... Voilà, en plus, c'est très ciblé. Enfin, une partie des salariés qui sont visés derrière, en tout cas les déclarations de Gérald Darmanin, c'est la fonction publique. Le calcul du temps de travail dans la fonction publique a encore moins de sens que dans le secteur privé, puisque, comme tu le disais très très bien, si on raisonne en moyenne, le travailleur moyen, il n'existe pas. Donc effectivement, les enseignants, les policiers, les salariés de la culture, etc., sont en dessous de 35 heures en moyenne, forcément. Enfin, c'est une évidence, et c'est des banalités comme ça. Donc on peut balancer des durées sur les salariés de la fonction publique sans que ça ait le moindre intérêt. Par contre, si ce débat-là, on le tire et on dit « parlons temps de travail », qu'est-ce qu'on compte comme étant du temps de travail ? Qu'est-ce qui est effectivement le temps de travail qui doit être celui que l'on attend des personnes ? Ça pourrait avoir du sens. Ça remettrait sur l'établi une question qui est absolument fondamentale et qu'on a aujourd'hui largement perdu de vue, et qui ramènerait la question du temps de travail aussi à celle du travail, c'est-à-dire de ce qui est concrètement fait, de la pénibilité qu'il y a derrière ou pas, etc. etc. Voilà, donc je n'ai pas bien répondu, hein, mais... En complément de façon très synthétique sur cette question-là du temps de travail, il y a, si on branche la question du temps de travail version télécouleur d'aujourd'hui, les deux questions qui se posent, c'est la question du temps partiel et c'est la question du temps de travail tout au long de la carrière professionnelle. C'est les deux questions d'actualité sur la question du temps de travail. Si on branche la télé en noir et blanc, on retombe sur des machins qui nous ont été expliqués ces 20 dernières années, sur lesquels il y a un combat historique, qui est le combat de la réduction du temps de travail, qu'on a gagné sur les 35 heures, qu'on essaye de nous détricoter, sur lesquels aujourd'hui toutes les marges sont données aux entreprises qui veulent bouger en termes de négociation. Et c'est là où nous, on a un rôle à jouer, entreprises et branches, pour essayer de faire en sorte que les régulations du temps de travail s'opèrent au mieux. Donc clairement, la question qui est posée par Darmanin et Attal sur cette question-là, c'est de la télé noir et blanc qu'on nous resserre tous les X temps ces dernières décennies, et ça sera malheureusement pas la dernière fois. Donc pour la CFDT, c'est non. La question qui est posée, les questions d'avenir, c'est la question des temps partiels subis et la question du temps de travail tout au long de la carrière. Par contre, derrière, il y a un truc qui est fondamentalement politique, alors il y a un petit truc politique, c'est juste fait, donc c'est pour ça qu'il ne faut pas qu'on y reste trop longtemps, c'est juste fait pour que Attal et Darmanin emmerdent Barnier. Ça, c'est leurs affaires. Nous, ce n'est pas une revendication syndicale et on ne va pas revendiquer de savoir c'est quoi le niveau des emmerdes qu'ils sont en train de jouer entre eux. Donc ça, c'est... Voilà. Par contre, derrière, mais c'est quand même ça la réalité, derrière, il y a quand même une question fondamentalement politique qui repose, c'est depuis maintenant 2017, tous les ajustements budgétaires qui ont été faits dans notre pays, ils ont été faits sur la question de la protection sociale des salariés. Et pour la première fois, et alors avec un peu de surprise, vu d'où ça vient, et il n'y a pas que des bonnes nouvelles, loin de là, on y reviendra, mais pour la première fois, on dit, ceux qui travaillent, c'est peut-être pas les premiers qui vont payer. Et à ce moment-là, les mêmes Darmanin et Attal reviennent en disant, si, la même solution, il faut le faire, c'est qu'en fait, il ne faut pas augmenter les impôts des sociétés et des plus fortunés. Et pour ne pas faire ça, en fait, il faut refaire payer le travail. C'est ça la question politique qui pose. Donc, 2 fois non. C'est un truc de l'ancien temps en noir et blanc. Et c'est en plus politiquement juste ce qu'il ne faut pas faire. Parce que déjà, la sanction sur les retraites, on a refusé de la payer, on continuera de refuser de la payer.
Il y a une autre question qui se pose dans la période actuelle, c'est la question de l'assurance chômage qui pose exactement la même problématique. Donc voilà, c'est très clair pour la Confédération. Merci beaucoup. Y a-t-il d'autres questions dans la salle? Une main qui se lève, par ici. Bonjour, Serge Palma, service 35. Alors, l'essentiel pour nos essentiels interpelle pas mal, qui semble abstrait. Mais la question qu'on se pose, la société évolue et que nos essentiels aujourd'hui, est-ce qu'ils vivent de leur travail? Et l'essentiel, est-ce que ça existe vraiment pour nos essentiels? Quand on se rend compte de l'état mental de nos essentiels, ces temps-ci, et par rapport à l'essentiel qui les manque pour vivre décemment. Merci. Non, hein, globalement, la réponse est non. On vit mal quand on est dans ces métiers-là. Voilà, c'est une certitude. Chez les anglo-saxons, il y a une expression qui me semble extrêmement importante, qui est celle de living wage, de salaire qui permet de vivre. Voilà. Et qui n'est pas toujours utilisée de manière intéressante par ailleurs, et puis ça ne donne pas forcément grand-chose, mais qui est pensée à un endroit donné, dans un territoire donné, quel est le salaire auquel je dois avoir accès pour vivre décemment. Et ça permet parfois, dans certains territoires, d'avoir des régulations. Je pense à certaines villes aux États-Unis ou en Angleterre, avec des niveaux de salaire supérieurs par rapport à ceux qui sont nationalement fixés par ailleurs. Un autre élément que je donnerais de mauvaise réponse à votre bonne question, c'est qu'il y a des travaux qui ont été faits en France autour de la notion de budget de référence. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est notamment un de mes collègues à l'IRES, Pierre Concialdi, qui a énormément travaillé sur ces questions. C'est-à-dire il a fait de l'intelligence collective. Ils ont mis autour de la table avec l'OMPES, avec d'autres institutions, des gens issus de plein de milieux différents, c'est-à-dire plus ou moins représentatifs en gros de la société, en essayant de les mettre par type de famille spécifique, famille monoparentale, personne seule, famille avec 2 enfants, avec un enfant, etc. Et puis autour de la table, on essaie de se mettre d'accord sur de quoi est-ce qu'on a besoin comme consommation, comme service, comme bien, comme logement, pour avoir une vie décente. Pas pour faire 4 fois le tour de la planète, avoir sa piscine privée et quoi que ce soit. Non, qu'est-ce qui est considéré comme ce qui est décent, pour vivre dignement. Et comme on est plusieurs, on confronte ces positions, etc. Au départ, les positions sont assez différentes, selon son propre niveau de vie, ses propres habitudes, etc. Moi, sans une plaque de chocolat par jour, je trouve qu'on ne peut pas vivre décemment. Bon, voilà, des choses comme ça. Puis dans la discussion, on se rend compte que certaines de nos exigences sont un petit peu superflues quand même, et qu'au contraire, certaines exigences des autres, on ne les avait pas forcément en tête, tellement en fait elles étaient possibles pour nous facilement et qu'elles ont de l'importance, etc., etc. Et à partir de là, on a un panier de biens et de services qu'on reconnaît comme unanimement, par consensus, réellement nécessaire, et puis ensuite aux économistes à travailler pour transformer ce panier de biens et de services en une somme monétaire qui peut être différente selon les régions, si on est en Île-de-France ou ailleurs, par exemple pour le logement ou des choses comme ça. Et puis on arrive derrière à un salaire, du coup, enfin en tout cas un revenu, un budget qui correspond à cette vie digne. Ce budget, en gros, je parlais du SMIC tout à l'heure parce que c'est une référence que l'on peut avoir, le SMIC ne permet pas d'atteindre ce budget de référence dans 90% des cas. En gros, ça ne marche que pour une personne seule. Voilà. Dès qu'on a d'autres charges, d'autres personnes, des enfants à charge, etc., ça ne marche plus. Ou alors 2 SMIC pour 2 personnes qui vivent seules. Là, ça va à peu près. Et c'est tout. Donc c'est une façon de le dire. Or, la plupart des métiers qu'on décrit comme essentiels sont en salaire horaire proche du SMIC et en salaire mensuel loin de celui-là. Donc encore plus loin du budget de référence. Donc encore plus loin d'un revenu digne qui permet de vivre correctement, de se projeter dans l'avenir, de vivre en consommant ce que les autres personnes consomment dans cette société de manière à ce qu'on partage à peu près le même type de vie. Voilà, donc ça c'est très très clair. Voilà. Merci. Une question par ici. Renaud, service
Service Commerce du Haut-Rhin. Je suis ravi qu'on entende parler de la question salariée des essentiels. Maintenant, est-ce que, pour parler d'une vie décente, on peut dissocier la question salariale du temps de travail ? Dans la propreté, notamment, les essentiels sont amenés à avoir des amplitudes journalières jusqu'à 13 heures avec des coupures, sans parler du temps de trajet. Je crois qu'en région parisienne, le temps de trajet journalier, il peut aller de 1 à 3 heures. Est-ce qu'une vie décente, c'est travailler 6 jours sur 7 avec des amplitudes journalières de 13 heures juste au travail, sans parler du temps de trajet ? Merci beaucoup pour cette question. Ça va me permettre de préciser un truc que j'ai peut-être dit beaucoup trop vite. Vous avez à 200% raison. Les deux sont liés. Voilà. Une vie digne au travail, c'est un salaire qui permet de sortir de la pauvreté et un temps suffisamment régulé, contraint, organisé, qui laisse une vie familiale, sociale, individuelle, correcte, suffisamment à la fois longue et placée à des moments où on a des temps d'échange et de liens, de synchronisation, etc., etc. Donc à la fois en termes de durée et d'emplacement, dans la journée de prévisibilité aussi, on n'est pas au sifflet, on n'est pas à devoir répondre à toute attente d'un employeur parce que subitement il y a un afflux de clients ou un nouveau site à ouvrir, etc., etc. Donc la question du temps de travail, elle est à 200% fondamentale. Et effectivement, quand j'insiste sur l'idée que les salariés ici sont à temps partiel et que c'est un problème fondamental pour leur niveau de vie, ils sont payés à temps partiel pour de nombreux... Il faudrait regarder plus précisément, etc. Et puis on retomberait sur des moyennes, des choses comme ça. Donc il faut faire gaffe. Mais pour une grande majorité des salariés des services à la personne, de la propreté, de la grande distribution, si on fait 35 heures d'activité payée, on est à plus qu'un temps plein. Donc ce ne sont pas des salariés qui travaillent à temps partiel, ce sont des salariés qui sont payés à temps partiel. Dans le cas de la propreté, dans le cas de l'aide à domicile, c'est là où on a fait les calculs les plus détaillés, on a regardé, etc. En gros, à 28 heures d'intervention, il y a des nuances selon qu'on est en ville, en zone rurale, etc. Mais à 28 heures d'intervention, on est à temps complet. Moi, j'appartiens à une profession plutôt privilégiée, en tout cas qui l'est encore, même si ça peut se dégrader, c'est-à-dire les universitaires. Le temps de travail d'un universitaire, c'est un mi-temps de recherche, un mi-temps d'enseignement. Donc on va dire 800 heures dédiées à l'enseignement. Et ce temps de travail, il est compté non pas en faisant 800 heures de face-à-face pédagogique avec des élèves, je serais déjà en train d'aller me coucher là très vite. Non, je fais 200 heures, enfin 192 pour être exact. C'est-à-dire que mon temps de travail est compté comme 192 heures. Ça vaut 800 heures en gros de travail. Parce que chaque heure d'amphi ou chaque heure de cours, bah oui, ça vaut à peu près l'équivalent d'une demi-journée. Cette équivalence-là, elle n'est pas tombée du ciel, elle s'est construite progressivement, etc. Alors, si on est honnête, elle ne s'est pas véritablement construite dans le combat syndical, etc. Elle s'est construite historiquement par des gens qui appartenaient à un milieu social très privilégié, qui étaient les universitaires avant la Seconde Guerre mondiale, par exemple, et puis qui ont réussi, grosso modo, à ne pas voir leur situation trop se dégrader par la suite. Bon, donc c'est un cas très particulier. Mais on a d'autres cas de ce type-là. Les gens qui travaillent comme consultants, ils ont un prix de journée. Et ce prix de journée, c'est bien plus que le tarif de nombre d'heures qu'ils ont facturé, parce que derrière, il y a du temps de préparation, il y a du temps de récupération, etc., etc. Et c'est comme ça pour plein d'autres métiers. La plupart des cadres font des longs horaires. Oui, mais sauf que dans leurs longs horaires, il y a des temps où ils glandent. Il y a des temps où ils font un démineur. Bon, ça, c'est parce que je suis vieux. Où ils font un Candy Crush. Je suis vieux aussi, mais un truc qu'ils font maintenant. Ils réservent un billet pour partir en week-end. Ils font d'autres choses au cours de leur temps de travail. Il y a des moments de respiration, etc., etc. Simplement, ils ont obtenu, parce qu'ils occupent une position sociale plutôt privilégiée, je ne dis pas qu'ils ne doivent pas se battre eux-mêmes pour d'autres choses, hein, ça bien sûr, mais ils ont une position sociale plutôt privilégiée qui leur donne la possibilité de dire « mon repas, c'est un repas d'affaires ». Vous connaissez un agent d'entretien qui va dire « ah, mon repas, il est sur le lieu de travail, c'est un repas d'affaires ». Non, même le moment où il se déshabille, où il se change parce qu'on lui a imposé un vêtement de travail, c'est pas du temps de travail. Alors, il va d'un site à un autre, c'est pas du temps de travail. Alors, ça devrait l'être dans certains cas, etc. Bon, voilà. Donc c'est sur ce combat-là que c'est extrêmement important. Je finis sur un dernier exemple. Une aide à domicile, aujourd'hui, quand elle fait 1 heure d'intervention chez une personne âgée,
Elle a travaillé au moins 1h20. Et elle devrait se faire payer 1h20. Après, voilà. Et juste pour dire que ce n'est pas farfelu, dans d'autres pays, c'est comme ça. Et enfin, voilà, je m'arrête là, mais on pourrait prolonger longtemps là-dessus. Et en tout cas, voilà, c'est vraiment une question. Le travail ne doit pas bouffer toute la vie. Mais par contre, le travail qui occupe une place normale dans une vie doit permettre de vivre normalement. Bien sûr, juste très rapidement, bien sûr que la question du temps de travail telle qu'elle a été posée et répondue est une problématique qui est clairement fondamentale. Je vais dire deux choses par rapport à ça pour comprendre la difficulté qu'on a à essayer de changer la question. C'est tous nos interlocuteurs, je dis bien tous, et politiques et patronaux, sont sur une question qui est il faut améliorer l'emploi. Et donc la question de l'amélioration de l'emploi, c'est la négation de comment j'améliore le travail en tant que tel. Et dans le travail, il y a et la quotité du temps de travail et le niveau de reconnaissance du travail à travers le salaire. Si on parle que de l'emploi, à partir du moment où un salarié a un emploi, quel que soit l'emploi et quelles que soient les conditions de son emploi, peu importe, la question est réglée, c'est fini. Et donc quand vous discutez avec un interlocuteur, une ministre du Travail aujourd'hui ou un Premier ministre aujourd'hui, et hier c'était pareil, c'est la question fondamentale, et le patronat c'est exactement pareil, la question fondamentale c'est l'emploi. À partir du moment où les gens sont en emploi, les gens cotisent, et donc du coup la boucle, y compris budgétaire, est réglée. Et donc c'est une négation complète de la réalité qui est vécue et qui est chèrement vécue et durement vécue. Donc on a cette problématique-là. Deuxième problème, c'est qu'à force d'insister, on progresse un peu sur la question du temps partiel subi, donc qui permettrait de répondre en partie à la problématique. Là où on le paye durement, c'est qu'on a une sacrée instabilité gouvernementale dans la période actuelle. Et donc il y a un an tout pile, on a eu une conférence sociale qui s'est passée à Paris, sur lesquelles la conférence sociale, on avait quelques éléments qui étaient à peu près clairs, dont, bingo, la question de, il y a une obligation de travailler dans l'année, la question du temps partiel subi pour sortir de l'ornière que vous venez de pointer, les uns et les autres, dans les deux questions qui ont été posées précédemment. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Borne a dit, bon, ok, je suis un peu acculé, je vais être obligé de le faire. Donc elle a mis, conclusion, on ouvre le dossier temps partiel subi. Après, il y a un truc qui est redoutable, c'est que changement de gouvernement, nouveau Premier ministre, tous les ministres changent, tous les cabinets changent, et on repart à zéro. Et non seulement on est reparti à zéro, et on vient de repartir à zéro. Qu'est-ce qui s'est passé la semaine passée, où il y a une semaine et demie, quand on est allé voir à nouveau le Premier ministre, on lui a dit, il faut absolument le mettre à l'ordre du jour. On a aujourd'hui le Haut Conseil des rémunérations qui a été installé. Pourquoi il a été installé, le Haut Conseil des rémunérations? Parce que la CFDT s'est battue pendant des années pour installer une commission bas salaire. Comme par hasard, on voulait une commission bas salaire. Ça ne fait pas très propre. Donc du coup, on n'a pas installé une commission bas salaire, on a installé un Haut Conseil des rémunérations. Mais l'objectif pour nous est exactement le même. Et donc ce qu'on veut essayer de faire maintenant, dans les semaines qui viennent, regarder si ça débouche ou si ça ne débouche pas, mais en tout cas, on aura essayé de faire déboucher, c'est de mettre ce dossier, cette priorité de la question des temps partiels subis, en priorité sur le Haut Conseil des rémunérations. Si on arrive à le mettre dedans, on sera obligé de le travailler et on aura un peu progressé en termes de rapport de force. C'est comme ça qu'on essaye d'articuler les différents éléments de revendication qu'on discute depuis le début de la table ronde. Julien, je te laisse ajouter juste... Pour ma part, je n'aurais pas forcément de réponse technique, mais il y a des questions qui se posent à moi. C'est où est et jusqu'où va le projet de faire société? On a eu la Covid, quid du prochain choc? Quid du prochain choc si par rapport aux plus démunis, parce qu'on parle des plus démunis avec des rémunérations faibles, par exemple pour les essentiels, est-ce qu'on les considère en silo comme une entité à part? Ou est-ce qu'on considère qu'ils font partie d'un écosystème global, avec des frères, des sœurs, des parents, des enfants, et que ceux qui sont impactés à un endroit, forcément, ça se répercute ailleurs? Est-ce que par rapport aux enjeux qui nous attendent, et par rapport au risque potentiel de prochain choc, on a besoin d'avoir ce malaise-là, d'avoir des personnes qui ont un certain niveau de faiblesse? On ne peut pas davantage peut-être les aider, ou il n'y a pas de projet de société qui puisse peut-être davantage les aider. Parce que les faibles d'aujourd'hui
est-ce que ce sera les mêmes demain? Voilà, c'est ce que je voulais dire. En fait, par rapport à prendre quelque chose de manière isolée, ça me semble très dangereux par rapport à la réalité de ce qu'est une société, de ce qu'est les liens, de ce qu'est une dynamique d'ensemble. Et je pense que la promesse mériterait d'être beaucoup plus élevée. C'est fondamentalement politique, cette question-là. Je partage à 100% ce qui vient d'être dit. C'est un élément d'avenir qui est posé de façon frontale. C'est-à-dire la question de comment on fait société et comment on agit ensemble. J'ai une petite idée de savoir où il faudrait faire des ateliers dans la période à venir. Et si les essentiels sont sur les rotules, on est tous dans le même bateau. Bonjour, Yann Olivier du Bureau des services de Haute-Normandie. Quel pouvoir a encore le syndicalisme pour négocier face à une direction, à l'image de l'État, qui refuse le dialogue social et où le rapport de force est quasiment inexistant? Je comptais vous en dire 2 mots demain matin. Si c'est ma seule réponse, ça va être un peu léger, je pense. Il y a un élément qui est partagé par l'ensemble de l'organisation, et je reprends les mots du copain qui a intervenu des professions judiciaires et compagnie tout à l'heure, qui disait dans les hautes sphères confédérales. Je peux vous assurer que dans les hautes sphères confédérales, très connectées à ce qui se vit dans les équipes militantes, la question de la piètre qualité du dialogue social est complètement partagée, y compris celle des moyens, pour être très clair. Donc du coup, on a un enjeu fondamental qui répond d'ailleurs à une problématique de quelle société on veut faire et comment on veut la construire, cette société-là, d'essayer de progresser là-dessus, quoi. Donc du coup, premier élément de réponse, c'est l'interpellation. Elle est évidente et elle est partagée. Je pense que je ne peux pas le dire de façon plus claire que ça. Il n'y a pas une interpellation, on ne voit jamais un interlocuteur au ministère du Travail ou à Matignon. On ne va pas beaucoup à l'Élysée, je suis désolé, mais on n'est pas invité, donc on n'y va pas. Mais il n'y a jamais un rendez-vous qui se passe sans qu'on dise on revient sur les ordonnances. On doit reparler de questions fondamentales qui sont celles des moyens et de la proximité des délégués. C'est nos angles d'attaque. On a 11 priorités pour revenir là-dessus, et à chaque fois qu'on y va, à chaque fois, on en remet une couche. Alors, on sait très bien que, vu le pouvoir qu'on a en face, la qualité du dialogue social est un peu complexe à poser. Ça fait partie des marqueurs de Macron depuis qu'il est arrivé. Avant qu'il fasse une pirouette à 180 degrés pour dire « j'en rouvre le chantier », ça va être un peu compliqué. Et donc, on classe nos priorités sur la question de la qualité du dialogue social. Et il y a 2 éléments qui nous semblent être les premiers. On n'en oublie aucun. Là-dessus, on est très clair sur la façon dont vous retournez sur le site, si vous n'avez pas en perspective la façon dont on veut bouger la question du dialogue social. Les 2 premiers, c'est la question des 3 mandats successifs. Il y avait un pari sur les 3 mandats successifs qui était de dire il y a une question de mandat successif qui se pose pour nos délégués dans les CSE s'il y a valorisation des parcours. On n'a pas eu la valorisation des parcours. Il faut remettre en question cet enjeu-là. Premier élément. Deuxième élément, ça rejoint, comme par hasard une nouvelle fois, la question de la priorité à donner à, j'ai même de la peine à dire, la valorisation des questions de travail dans l'entreprise. Et la question des élus de proximité pour poser ces questions-là qui sont reléguées aujourd'hui dans les ordres du jour du CSE beaucoup trop bas, quoi. Et cette question-là de comment on remet en place des élus de proximité pour bien traiter les questions de conditions de travail nous semble fondamentale. Donc on y va systématiquement. Donc il y a cette question-là sur laquelle on ne lâchera pas, et on pense que le patronat peut bouger sur quelques aspects dans la période à venir. Parce qu'ils sont persuadés, eux aussi, que avant de bouger, ça va être compliqué, mais au moins la petite musique de dire plus ça va aller, plus l'affaiblissement du dialogue social va vous poser des problèmes, certains commencent à le percevoir. Et donc du coup, je ne suis pas en train de vous dire qu'ils sont en train de faire une pirouette à 180 degrés, mais qu'il y a quelques clignotants qui sont en train de s'allumer en disant si jamais le dialogue social il descend trop bas,
on a un problème pour nos boîtes. Ils ne le font pas pour dire la CFDT avait raison. Alors ça, là-dessus, je vous rassure, il n'y a aucun problème par rapport à ça. Mais que eux, ça leur pose un problème, ils commencent à se dire warning. Donc voilà, on est très attentif, vigilant, c'est une priorité et on ne lâchera pas là-dessus. Merci beaucoup. Alors j'ai le rôle un petit peu ingrat d'être aussi le maître du temps et malheureusement cette séquence touche à sa fin et je trouve que les propos d'Yvan sont une belle manière de conclure cette séquence. Ne soyez pas frustrés, demain matin il y a des ateliers qui aborderont à nouveau cette notion de partage et de solidarité dans différentes thématiques, donc je suis sûre que vos questions seront tout à fait pertinentes demain et j'ai par contre l'agréable tâche de vous annoncer qu'il y a tout à l'heure la soirée festive. Je sais comment ça fonctionne ces assemblées-là. Oui. Très concrètement, il doit y avoir un petit temps festif aussi qui est devant nous, mais ça je te laisse annoncer, c'est pas ma partie. Mais s'il y avait des questions qui étaient assez précises sur comment la CFDT aujourd'hui dit, c'est pas impossible de se le poser avec un verre à la main tout à l'heure. Donc du coup, n'hésitez pas, s'il y avait un truc précis sur lequel vous vouliez revenir, on peut le décaler à tout à l'heure. Les pauses, c'est aussi fait pour ça. Bon, c'est super. Avec Yvan, on est connecté en Wi-Fi, c'est exactement ce que j'avais proposé. Donc je te remercie. Donc info du coup technique cette fois et surtout ne soyez pas frustrés, il y a du temps qui est fait pour échanger et c'est bien ça l'avantage d'être tous ensemble pendant ce temps de CNF. Info pratique, la soirée festive va débuter à 19h30. Pour ça, il faudra suivre le staff fédéral qui vous guidera vers le bon endroit. Autre info pratique, demain, le CNF reprendra ses travaux à 9h. Et sur ce, je remercie très chaleureusement nos 3 intervenants pour leurs brillantes interventions et je vous souhaite à tous une très belle soirée.